bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence à 20h16. On avait dit 20h15 et c'est parfait. Merci à ceux qui ont pu être rejoints et ceux qui ne pourront pas être là, forcément, bah, ils auront l'enregistrement, pas de problème. Zertor s'occupe de tout ici présent. Donc, bienvenue à vous. Merci de m'avoir écouté pour pouvoir à cette conférence sur Catherine de Médicis que j'ai intitulée De la Régence aux guerres de religion entre équilibre et survie dynastique. Je pense que c'est pas mal comme titre, hein. Eh ben, on va commencer tout de suite, hein. Donc moi, je vais commencer à partir de 1559 jusqu'à 1589, donc à peu près 30 ans, sur 30 ans. On a beaucoup à faire, hein, on a beaucoup à faire. On va aller même au-delà, je pense, de la mort de Catherine de Médicis, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on va élaborer tout ça. Donc, je vais commencer par l'introduction. On commence au printemps 1559, hein, voilà. Ce printemps-là, marque un tournant pour l'histoire de France. Après des décennies de lutte contre l'Espagne des Habsbourg, hein, que vous connaissez très bien, ce long menton consanguin, les deux puissances, donc la France et l'Espagne, signent un traité qui s'appelle le traité de Cateau-Cambrésis. Voilà. Cette paix est scellée donc par une série d'alliances matrimoniales, donc des mariages entre membres de leur famille royale respective, et met fin ainsi aux guerres d'Italie. Donc les guerres d'Italie, ce sont toutes les possessions, ce sont toutes les positions françaises, les revendications françaises sur l'Italie avec Charles VIII notamment. Voilà. Et ces guerres d'Italie, justement, ça laisse un royaume épuisé financièrement et militairement. Henri II, d'accord? Henri II, donc le fils de François Ier, désireux de célébrer ce triomphe diplomatique, en fait, il organise de grandes festivités à Paris. Et le 30 juin, lors d'un tournoi donné rue Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, le roi affronte son capitaine de la garde écossaise, un certain Gabriel de Montgomery. Ok. Et lors d'un tournoi, en fait. Voilà. Lors d'une joute. Et en fait, un éclat de lance traverse la visière du roi et lui transperce l'œil. Henri est foudroyé sur le champ. Le roi Henri, il va agoniser pendant 10 jours. 10 jours de souffrance terrible. Et il meurt le 10 juillet. Ce drame, qui frappa les esprits, fut rapidement associé à une espèce de prédiction que Nostradamus avait fait en annonçant que le jeune lion, entre guillemets, percerait l'aîné dans sa cage dorée. Vision interprétée comme la préfiguration de l'accident fatal. Chacun jugera de la véracité de ses prédictions, hein. Moi, je suis pas là pour ça, mais c'est intéressant de le noter. La disparition brutale du roi, au moment même où s'ouvrait une ère de paix fragile, plonge la France dans l'incertitude complète. Le trône revient donc à son fils aîné, François II, hein, un adolescent fragile et malingre de 15 ans. Sa jeunesse et son inexpérience, car il n'a pas été au fait du pouvoir, en fait, il n'a pas été préparé encore pour le pouvoir, laisse le champ libre au grand du royaume. Tandis qu'émerge au premier plan une figure jusqu'à là en retrait, la mère, la reine mère, Catherine de Médicis, la veuve du roi, mère de 10 enfants de Henri II, dont 3 deviendront rois de France. On va les évoquer après. Et cette conférence, alors, elle vise à retracer le parcours politique de Catherine de Médicis, comme j'ai dit, entre 1559 et 1589, de la mort d'Henri II, dont on vient d'évoquer, jusqu'à l'ascension de Henri de Navarre, futur Henri IV. On analysera les stratégies mises en place par la reine-mère pour préserver la dynastie des Valois dans un contexte de guerre des religions face aux ambitions de la Ligue catholique et aux revendications des Huguenots. Les Huguenots, c'est les protestants, hein, donc quand je dirais Huguenots, c'est les protestants. On mettra aussi en lumière de grandes figures qui ont marqué cette période. Anne de Montmorency, c'est un homme, hein. Anne, il s'appelle Anne, mais c'est un homme. Le grand connétable de France et défenseur d'un catholicisme modéré, l'admiral de, l'amiral de Coligny, pardonnez-moi, chef de file des Huguenots, et Henri de Guise, meneur de la Ligue catholique. Autant d'acteurs qui, avec Catherine de Médicis, vont façonner 3 décennies de conflits, de négociations, de retournements d'alliances, parmi les plus décisifs de l'histoire de France. Donc, ainsi, la mort tragique d'Henri II ne fut pas seulement un accident spectaculaire, elle marqua l'entrée brutale de la France dans une période de fragilité politique et d'instabilité religieuse. Le nouveau roi, François II, à peine âgé de 15 ans, comme je l'ai dit, se révélera être incapable d'exercer une seule autorité. Autour de lui, les grands du royaume, tels que les Guises, comme j'ai évoqué précédemment, donc l'un des Guises, Anne de Montmorency et bientôt Catherine de Médicis, s'empressent de prendre place dans le vide laissé par la disparition d'Henri II. Et c'est là que véritablement commence l'histoire que nous allons retracer. La lutte pour le pouvoir dans une France divisée. Donc la mort d'Henri II, survenue le 10 juillet
1559 bouleverse l'équilibre du royaume. Ce décès dramatique, consécutif au tournoi du 30 juin, comme j'ai évoqué, n'arrive pas à un moment neutre. Comme je l'ai dit, la France venait tout juste de signer la paix avec les Espagnols, avec le traité du Cateau-Cantebris, mettant fin à plus de 50 ans de guerre d'Italie. Cette paix était certes une victoire diplomatique, mais elle s'accompagnait d'un affaiblissement de la position française en Italie et d'un lourd épuisement financier. Henri II, encore jeune, 40 ans à l'époque, au moment de sa mort, laissait espérer un règne long et solide, capable de stabiliser cette situation fragile. Sa mort, au contraire, précipite la France dans une crise dynastique et politique majeure. Son fils, donc, comme j'ai dit, François II, lui succède. Mais le jeune roi est une santé fragile, comme je l'ai dit auparavant, et souvent malade. Et surtout, il est dominé psychologiquement. Marié depuis 1558 à Marie Stuart, la reine d'Écosse et nièce des puissants ducs de Guise, il tombe naturellement sous l'influence de ces derniers. Dès le début du règne, le véritable pouvoir échappe au roi, pour se concentrer entre les mains des deux frères de Guise. François de Guise, duc et chef militaire prestigieux, et le cardinal Charles de Lorraine, maître, maître en politique et aux intrigues. Ces deux hommes contrôlent les conseils du roi, les finances et la diplomatie royale. Et ils imposent leur autorité à la cour. Voilà. Un peu comme Concino Concini et la Galigaï avec Marie de Médicis un peu plus tard. Moi, ça sera pour une autre conférence. Cette mainmise des Guises provoque de fortes tensions. D'un côté, on a les princes du sang, hein. Donc, les princes du sang, ce sont toutes les têtes de la famille royale, on va dire ça comme ça, plus ou moins les cousins du roi, ce genre de choses. Au premier rang, au premier rang duquel Antoine de Bourbon, roi de Navarre, donc le père d'Henri de Navarre, hein, et son frère Louis de Condé, qui n'est pas Grand Condé, qui est autre chose. Ils estiment que leur rang dynastique leur confère un droit naturel à gouverner pendant la minorité du roi. De, du reste, les anciens serviteurs d'Henri II, comme Anne de Montmorency, connétable de France, voient avec méfiance cette famille d'origine lorraine monopoliser l'État. Quant à Catherine de Médicis, veuve du roi et mère d'un nouveau souverain maintenant, elle est reléguée à l'arrière-plan. Sa régence n'est pas reconnue puisque François II est majeur de droit à 15 ans. En fait, la majorité pour un roi, c'est 13 ans. Voilà. Donc depuis 2 ans, il est majeur. Elle observe donc impuissante les excès des Guises. L'intransigeance religieuse des Guises contribue à tendre davantage la situation, se posant en fait en champion du catholicisme en fait, des espèces de grands dévots. Voilà. Il réprime sévèrement les protestants, dont les effectifs ne cessent de croître dans les années 1550. Les Huguenots, soutenus par une partie de la noblesse, dénoncent leur tyrannie et commencent à s'organiser militairement. Cette montée de contestation aboutit en mars 1560 à la conjuration d'Amboise. Le complot, commenté par les nobles protestants proches de Louis de Condé, visait à enlever François II, le roi, pour le, entre guillemets, libérer de l'influence des Guises. Mais le plan, mal préparé et découvert, et tourne au fiasco. Les conjurés, capturés, sont exécutés avec une extrême brutalité. Les pendus s'accumulent au balcon et aux murailles du château d'Amboise. Imaginez le château d'Amboise rempli de cadavres, enfin bon, de cadavres en putréfaction pendus, transformant cette résidence royale en une scène de terreur. Cet épisode traumatisant, ça l'est, révèle au grand jour l'ampleur de la fracture religieuse et politique qui déchire désormais le royaume. Dans ce climat tendu, Catherine de Médicis commence à jouer plus subtilement sa carte. Si elle reste officiellement sans rôle politique, elle comprend alors que l'intransigeance des Guises est vouée à provoquer un embrasement. Elle voit direct. Elle voit direct que ça va aller dans le mur. Elle amorce alors en arrière-plan une politique d'équilibre, se poser en fait en médiatrice entre les factions catholiques, les modérés représentés par Anne de Montmorency et les Huguenots. Voilà. Afin de préserver avant tout la survie de ses enfants et de la dynastie des Valois. Le plus important pour elle, c'est la survie des Valois. Le destin lui offre bientôt l'occasion d'agir, en fait. En décembre de la même année, en 1560, François II meurt brutalement à Orléans d'une otite mal soignée à l'âge de ses 16 ans. C'est donc son frère cadet, Charles IX, âgé de 10 ans, qui devient roi. La régence alors s'impose. Et cette fois, c'est Catherine qui parvient à faire reconnaître comme étant régente du royaume. C'est elle qui prend le pouvoir. Ainsi, en l'espace d'1 an et demi, la France est passée d'un roi solide à un enfant roi, d'un pouvoir centralisé et d'une lutte ouverte entre les factions. L'accident de Montgomery, en privant le royaume de son souverain expérimenté, a ouvert une nouvelle ère où Catherine de Médicis, jusque-là tenue à l'écart du pouvoir, va se retrouver au centre de toutes les décisions. Voilà. Donc, maintenant, grand 2, on va passer à la régence de Catherine de Médicis et les premières guerres de religion. D'accord. Donc, avec la mort de François II en 1560, la scène politique change radicalement. Le nouveau roi Charles IX n'a que 10 ans. L'autorité royale ne peut donc être exercée que
par une régence. Catherine de Médicis, la veuve alors d'Henri II et mère de l'enfant roi, obtient la charge de régente, hein, comme nous l'avons vu auparavant, et avec l'appui du chancelier Michel de l'Hôpital. On va reparler de lui après. Humaniste modéré et partisan de la coalition. Donc c'est normal qu'il s'entende avec Catherine de Médicis. Dès lors, elle devient la figure centrale du royaume. Vous l'imaginez. Lorsque Charles IX monte sur le trône en décembre 1560, il n'a que 10 ans, la régence est confiée à voilà, Béatrice de Médicis. La tâche est immense pour elle. Les finances sont à bord de ruine, les rancunes sont vivaces et la répression d'Amboise et surtout la fracture confessionnelle menacent de briser l'unité de la couronne et du royaume. Catherine comprend que pour sauver la dynastie des Valois, elle doit avant tout se poser, comme je l'ai dit, en arbitre entre les factions prêtes à en découdre. Face à elle, plusieurs forces s'affrontent. L'Église, on en parlait tout à l'heure, qui sont auréolées d'un prestige militaire, avec François de Guise et de l'influence ecclésiastique du cardinal de Lorraine, son frère, incarne l'intransigeance catholique, la dévotion. Voilà. La France doit être catholique, un point c'est tout, et les Huguenots doivent être boutés hors du royaume de France catholique, fille aînée de l'Église. Les princes du sang aussi, en particulier Louis de Condé et Antoine de Bourbon, qui aussi, entre opportunistes dynastiques et sympathie pour les Huguenots. Le connédable Anne de Montmorency, vieux compagnon d'Henri II, catholique modéré, demeure influent même s'il s'écarte momentanément avant de rejoindre bientôt le camp, le camp ultra de la Ligue. Enfin, les Coligny commencent par l'amiral s'impose comme un des chefs de file de la minorité réformée des Huguenots. Dans ce contexte, dans ce contexte, Catherine multiplie les gestes d'équilibre. Elle fait libérer le Condé, menacé d'exécution sur François II, afin de rendre aux Bourbons une place qu'ils avaient perdue face aux Guises. Voilà. Les Bourbons sont les cousins des Valois, hein. Elle associe donc à son gouvernement des représentants de chaque camp. Elle s'appuie sur une nouvelle figure, Michel de l'Hôpital, nommé chancelier pour incarner la politique de tolérance encadrée. Aux États généraux d'Orléans, entre 1560 et 1561, elle expose la misère des finances et cherche à rallier les trois ordres derrière la couronne, tous en esquissant une voie médiane face aux passions religieuses. Voilà, attendez un instant, je vais boire un peu d'eau. Me revoilà. Donc, l'apogée de cette stratégie est le colloque de Poissy en 1561, où Catherine de Médicis organise la rencontre entre les théologiens catholiques et les représentants protestants, notamment Théodore de Bèze, avec notamment Théodore de Bèze, pardon. Le débat théologique échoue, mais le geste politique est clair. La reine ne sera pas protectrice d'un parti, mais l'arbitre suprême. Elle prépare ensuite un édit de tolérance, celui de Saint-Germain, qui sera promulgué en janvier 1562, qui autorise un culte réformé limité mais encadré afin de canaliser la contestation des Huguenots et ramener un semblant de paix civile. Toutefois, cette politique d'équilibre se heurte rapidement aux résistances, hein. En 1561, les Guises, Montmorency et le maréchal de Saint-André forment une espèce de triumvirat catholique, on va dire ça comme ça. Euh, Triumvirat, en fait, c'est le triumvirat comment dirais-je, c'est les Huguenots qui appelaient ça le triumvirat catholique, justement pour éviter, juste pour, en référence au triumvirat romain qui est composé d'Auguste et je sais plus c'est qui, mais Hérode nous en parlera mieux que moi. Euh, Afin de, comment dirais-je, afin de se moquer en fait. C'est ce qui a causé la République romaine à basculer dans l'Empire. Voilà, c'est juste pour une histoire de moquerie. Bon, on en reparlera tout à l'heure de cette façon. On en parlera de ça, tout ça, de cette espèce de triumvirat. Euh, Où est-ce que j'en étais? Voilà, décide de s'imposer toute concession faite aux Huguenots. À Paris, voilà, le clergé et la population rejettent avec violence toute idée de tolérance. Oui, il faut savoir que Paris est acquise aux Guises, hein, et à la Ligue, hein. Paris est très catholique à l'époque. Oui, je sais, ça choque tout le monde, je sais. Oui. À Paris, le clergé et la population rejettent, comme je l'ai dit, toute idée de tolérance. Quant aux protestants, ils jugent les édits trop timides et continuent de réclamer des garanties plus large en fait. Ils veulent plus d'indépendance pour faire leur culte réformé. Voilà. Quant aux protestants, ils jugent que les édits, donc, comme j'ai dit, trop timides et trop protestants. Donc, Catherine, en réalité, ne fait que retarder l'inévitable. La tension s'accumule et au moindre accident, la paix, la paix fragile éclatera. Ainsi, entre 1560 et 1562, Catherine de Médicis réussit à rétablir un semblant de légitimité royale, à réintroduire un équilibre politique et à incarner une figure d'arbitre. Mais son succès reste précaire.
Dès le massacre de Wassy en mars 1562, la poudrière des guerres de religion s'embrase et entraîne la France dans 3 décennies de violence. Donc l'édit de janvier 1562, ce dont on a parlé auparavant, c'était une espèce une tentative de conciliation. À un moment donné, la, la, la régence de Catherine de Médicis, pardon, ne peut se réduire à une politique d'équilibre théorique. Dans un royaume où les passions religieuses enflamment les villes et campagnes, elle doit aussi contenir les excès des deux camps. La reine-mère s'efforce d'établir une ligne claire. Aucun extrémiste sera toléré, mais le dialogue restera ouvert. Un peu une politique entre deux chaises, quoi. On rappelle quelqu'un en politique cette année. Euh, Dès 1560, les signes d'instabilité, comme j'ai dit, se multiplient. Les protestants, galvanisés par leurs prédicateurs, organisent des assemblées illégales, parfois armées, contestent l'autorité des évêques catholiques. De leur côté, les catholiques intransigeants dénoncent l'hérésie protestante, et réclament une répression totale et complète. Catherine, refusant de s'aligner sur l'une ou l'autre des politiques de persécution systématique et à la manière espagnole, adopte une voie originale. Elle réprime les troubles publics, attroupements violents, attaques contre les églises, prêches séditieux, mais elle cherche à maintenir un espace de discussion où huguenots et catholiques peuvent discuter. Dans ce contexte, qu'elle convoque le colloque de Poissy, comme je l'ai dit, entre septembre et octobre 1561. L'objectif est clair et audacieux: faire dialoguer sous l'égide de la monarchie les plus grands théologiens catholiques et protestants dans l'espoir d'un accord doctrinal ou, à défaut, d'un compromis politique. Côté catholique, on trouve notamment des représentants du Concile de Trente et plusieurs évêques de poids. Côté réformé, c'est Théodore de Bèze, disciple de Calvin, qui prend la parole. Les débats, très vifs, se concentrent sur 2 points théologiques fondamentaux: la présence réelle de l'Eucharistie dans l'Eucharistie, pardon, la présence réelle dans l'Eucharistie et l'autorité de l'Église. Théodore de Bèze, pardon, provoque un tollé lorsqu'il affirme que le Christ n'est pas putain, je suis fatigué, substantiellement présent dans l'hostie, mais seulement spirituellement. L'intransigeance des catholiques, encouragée par le pape et les Guises, empêche toute conciliation doctrinale. Le colloque s'achève donc sur un échec théologique, mais Catherine y voit malgré tout un succès politique. La monarchie a pu apparaître comme un juge suprême des débats religieux et non comme un instrument d'un parti, celui des catholiques, hein, c'est sous-entendu. Et donc, il en vient à l'édit de janvier 1562, une tentative de conciliation. Lorsque, Lorsqu'on assiste à l'échec du colloque de Poissy, Catherine tente une nouvelle voie: donner aux protestants, comme j'ai dit, un espace légal de culte afin de canaliser leurs revendications et de réduire la clandestinité qui alimente les tensions. Avec l'appui de Michel de l'Hôpital, son fidèle ministre, elle promulgue le 17 janvier 1562 l'édit de Saint-Germain, souvent appelé édit de janvier. Cet édit, en fait, véritable tournant juridique, marque une première reconnaissance officielle du protestantisme en France. C'est bien. C'est bien, je ne sais pas de quel côté on se place, mais pour le royaume de France, c'est bien. Il autorise les réformés à se réunir pour célébrer leur culte, mais sous des conditions très strictes. Seulement hors des villes closes et dans des maisons seigneuriales. Dans des villes, dans les villes, les huguenots ne peuvent se rassembler qu'en petit nombre et uniquement dans des maisons privées. L'édifice ecclésiastique est réservé au catholicisme, religion d'État. L'édit de janvier incarne parfaitement la logique de conciliation pragmatique de Catherine: donner suffisamment de liberté pour apaiser les tensions, sans pour autant remettre en cause le catholicisme comme ciment officiel du royaume et de la couronne. Mais ce texte, loin d'apaiser, exacerbe les mécontents. Les catholiques y voient dans cette reconnaissance une concession insupportable, une trahison vis-à-vis de la foi traditionnelle. Les protestants, de leur côté, estiment ces libertés bien trop limitées et dénoncent les entraves posées à leur culte. Ainsi, l'édit est conçu comme une solution de compromis qui devient un élément supplémentaire de discorde. Son application reste très inégale selon les provinces et suscite des affrontements locaux. Bientôt, l'incident de Vassy, vient anéantir tous ces efforts de conciliation. Le sang versé par les troupes de François de Guise ouvre la première guerre de religion. Donc on va parler du massacre de Wassy et le déclenchement de la première guerre de religion. La famille de Guise, donc je vais parler des Guises là plus en détail, comme ça au moins vous aurez un petit peu de mieux les connaître. La famille de Guise, originaire de Lorraine, se distingue par sa proximité avec la monarchie et son influence grandissante à la cour de France. Dévoués au catholicisme, ils incarnent l'intransigeance religieuse et le militantisme contre la réforme protestante. Une sorte de contre-révolution, si on peut dire. Leur prestige repose non seulement sur leur statut de noble et leur succès militaire, mais aussi
sur leur capacité à mobiliser l'opinion publique catholique, en particulier dans les régions comme la Champagne, la Lorraine ou le Maine, où leurs autorités locales est fortement ressentie. Ils ont un réseau. Ils ont un réseau, ils l'utilisent. C'est dans ce contexte qu'émerge progressivement la Ligue catholique. Un réseau d'influence, comme je l'ai dit, qui dépasse les simples liens familiaux pour inclure des villes, des parlementaires, des nobles et des confréries religieuses. La Ligue ne se limite pas à une défense religieuse, elle devient un instrument politique, capable de mobiliser des troupes et d'imposer des boycotts et de peser sur les décisions royales. Elle fonctionne un peu comme une espèce de lobby. Voilà. Et une force parallèle au pouvoir royal, contournant parfois même l'autorité de Catherine de Médicis en mettant en lumière les limites de l'influence directe du roi sur ses sujets les plus puissants. En effet, le roi est jeune, hein. Le roi a moins de, il doit avoir 12 ans, là, 11-12 ans. Catherine de Médicis, régente, comme je l'ai dit, depuis la mort d'Henri II, est pleinement consciente de cette dualité. Elle est au courant de tout ça. Elle comprend que la loyauté des Guises est double. Ils servent la couronne, mais peuvent aussi utiliser leur puissance militaire et politique pour défendre leurs intérêts propres et imposer leur vision du catholicisme. Pour maintenir l'équilibre, Catherine doit donc adopter une politique prudente. Comme j'ai dit, elle tente de concilier tout le monde. Elle tente de concilier, elle tente de concilier les huguenots et les catholiques, notamment via les édits, comme nous avons évoqué auparavant, tout en contrôlant les excès des Guises. Elle contrôle les ardeurs des Guises en essayant de négocier à chaque fois avec eux, en limitant leurs initiatives de militaires excessives. Et en cherchant avant tout, elle cherche à éviter l'affrontement ouvert qui peut précipiter le royaume dans une guerre civile. Deux petites secondes. Ainsi, la montée en puissance des Guises et de la Ligue catholique révèle en fait une France profondément fragmentée. L'autorité royale doit constamment composer avec les forces locales structurées, capables de mobiliser à la fois le peuple, la noblesse, les armées, ça va ensemble avec la noblesse, tout en naviguant dans un contexte où la religion devient un levier de pouvoir politique. On va parler maintenant du massacre de Wassy. Donc, le massacre de Wassy, donc, c'est le 1er mars 1562, marque un tournant décisif dans l'histoire des guerres de religion en France. Alors que des fidèles protestants se rassemblaient pour prier dans une grange du duché de Guise, avec les troupes de François de Guise, duc de Lorraine, figure centrale de la transigence catholique, interviennent avec violence. Le résultat est catastrophique. Plusieurs dizaines de huguenots sont tués, de nombreux autres blessés. Ce massacre dépasse largement l'incident local. Il symbolise de manière très claire l'échec des tentatives de conciliation faites par Catherine de Médicis, via notamment via l'édit de janvier 1562 qui, voilà. L'événement déclenche des spirales de violence. Des huguenots choqués par cette attaque s'arment et s'organisent et organisent des ripostes, tandis que les catholiques radicaux considèrent que l'action des Guises est justifiée pour la défense de la religion et de l'ordre social du royaume. La Régence se trouve ainsi confrontée à une situation explosive où l'autorité royale est gravement remise en question par les seigneurs du puissant ainsi que les forces religieuses mobilisées. Le massacre de Wassy révèle la fragilité de l'équilibre entre les concessions religieuses et le maintien du pouvoir central. Il marque ainsi le début d'une guerre ouverte entre catholiques et protestants, jetant la France dans un cycle plongé de conflits internes qui dureront plusieurs décennies. Ça, on va en reparler. En somme, le massacre de Wassy illustre la difficulté de Catherine de Médicis à concilier la paix civile et les rivalités seigneuriales, tout en soulignant l'ampleur du défi que représente la montée en puissance des Guises et la radicalisation religieuse dans son royaume. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Catherine de Médicis est régente et elle doit composer avec tout. Malheureusement, elle cherche souvent le compromis. Elle cherche souvent le compromis sans pour autant pour éviter la guerre. Le problème, c'est que, comme disait Churchill, vous avez voulu avoir la guerre et le déshonneur, vous aurez le déshonneur et la guerre. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec Catherine de Médicis. Parce que son dilemme, en fait, il est double. D'un côté, les catholiques intransigeants, dominés par l'Église, appuyés par la future Ligue catholique, qui n'a pas été encore été créée, mais qui va se créer juste après, exigent une répression totale des réformés et se posent en défenseurs de la vraie foi. De l'autre, les huguenots, structurés autour des chefs, comme l'amiral de Coligny ou le prince de Condé, réclament une reconnaissance officielle de leur culte, justifiant leur position par un droit de conscience et par l'influence des idées devenues de Genève, donc de la Réforme, hein, de Calvin. Catherine essaye d'avoir une troisième voie, une voie médiane, consciente que toute victoire absolue d'un camp entraînerait la ruine de l'autorité royale. La stratégie, en fait, elle repose sur trois axes. La négociation, par des édits de tolérance, comme on l'a vu, de tolérance provisoire comme celle de janvier 1562, elle cherche à accorder aux protestants un espace de culte limité tout en rassurant les catholiques sur le maintien
de la primauté religieuse de l'État. Deuxième axe, la répression limitée. Elle ne tolère pas les excès armés d'un sens ou de l'autre, mais préfère des mesures ciblées plutôt qu'une guerre d'extermination, sachant qu'un affrontement trop large fragiliserait la dynastie des Valois. Et c'est pas si elle a raison, mais en tous les cas, elle le voyait comme ça à l'époque, et moi je pense que ça a du sens de le voir comme ça, parce que la dynastie des Valois est en mauvaise posture. On va y revenir après. Les manœuvres diplomatiques, elles jouent habilement entre rivalité entre les grands seigneurs, équilibre des influences, entretient des contacts avec plusieurs puissances étrangères, Espagne, Empire, Angleterre, afin d'éviter un isolement de la monarchie française. Au fond, Catherine comprend que son objectif n'est pas seulement religieux, mais dynastique. Sauver la maison des Valois coûte que coûte. Elle mesure que chaque guerre civile affaiblit la couronne et donne du terrain aux grands seigneurs. Elle s'impose ainsi comme un arbitre contraint, oscillant entre concession et fermeté, afin de maintenir le royaume dans une cohésion minimale et d'empêcher que la guerre confessionnelle se transforme en effondrement d'État monarchique. C'est la survie du royaume de France qui est en jeu, les gars. Voilà. Donc les conséquences sur le royaume de France du massacre de Vassy. Donc en fait, le massacre de Vassy, il montre bien que l'édit de janvier 1562, bien qu'issu d'une volonté sincère de conciliation, ne suffit pas à apaiser les tensions d'un royaume déjà au bord de l'implosion. Cet édit qui autorisait, comme j'ai dit, un culte protestant limité dans les faubourgs et à la campagne, avait été conçu comme un compromis fragile entre les pressions entre huguenots et les exigences catholiques. Mais la violence brutale des troupes d'église, en abattant plusieurs dizaines de fidèles en prière, anéantit cet effort de pacification. Elle révèle une faiblesse structurelle de l'autorité royale qui est incapable de se faire respecter, de se faire respecter et de respecter et de faire respecter ses décisions face aux seigneurs disposant d'armées privées et d'un fort enracinement populaire. À partir de ce moment, le royaume, le royaume bascule dans une dynamique de conflit cyclique. Compromis, légal, chaque édit de tolérance sera désormais suspecté par l'un ou par l'autre camp, et chaque affrontement local risque d'embraser le territoire entier. La mobilisation immédiate des Huguenots, sous la conduite du Condé et de l'amiral de Coligny, montre que la violence confessionnelle s'est transformée en lutte politique et militaire organisée. De leur côté, les catholiques radicaux considèrent Vassy comme comme une défense légitime de la foi, justifiant de nouvelles violences en appelant à une répression totale. Catherine de Médicis, régente et arbitre de ce royaume fracturé, se trouve alors placée dans une situation intenable. Elle doit jongler en permanence entre concession et coercition. Concéder certaines libertés aux Huguenots pour éviter une révolte, tout en contrôlant les excès des catholiques afin de ne pas de perdre l'appui de la majorité. Sa marge de manœuvre est d'autant plus réduite que la loyauté des grands seigneurs, les Guises, les Montmorency et Condé, se mesure moins à leur fidélité au roi qu'à leur capacité à mobiliser des armées et à tenir le territoire. Ainsi, l'unité du royaume dépend non pas d'une seule autorité royale, mais de la discipline fragile des forces locales et de la diplomatie constante de la régence. Voilà. En réalité, le massacre de Massy inaugure un nouveau modèle politique. La monarchie n'est plus au centre incontesté du pouvoir, mais une médiation fragile entre deux factions rivales. Cette logique ouvre la voie aux manipulations dynastiques, aux édits de pacification aussitôt violés et aux guerres successives où la religion sert autant de bannière idéologique que de prétexte à l'affirmation des ambitions princières. Voilà. Ainsi, voici préfigure des drames intérieurs comme la Saint-Barthélemy, les guerres de la Ligue, les révoltes urbaines, et annonce la longue agonie de la dynastie des Valois. En 1562 déjà se désigne la conclusion inévitable. Seul un nouvel équilibre dynastique incarné par Henri de Navarre et l'avènement des Bourbons pourra mettre un terme à ce cycle de violence. Le massacre, loin d'être un épisode isolé, incarne donc la difficulté fondamentale de Catherine de Médicis de tenter de concilier stabilité politique et coexistence religieuse dans un royaume déchiré entre deux visions inconciliables de la foi et du pouvoir. Donc, je vais parler un peu maintenant de la guerre civile après après le massacre de Vassy. La première guerre de religion, donc, comme j'ai dit, s'illustre immédiatement après l'extrême violence du massacre de Vassy, les Huguenots déterminés à ne pas rester victimes choisissent l'insurrection armée. Sous la conduite du Louis de Condé et de Coligny, ils s'emparent d'Orléans, la ville. Ils deviennent leur quartier général et organisent un vaste réseau de places fortes dans la vallée de la Loire, au sud-ouest et dans certaines villes du Midi. Cette implémentation territoriale transforme le conflit religieux en une véritable guerre civile.
Chaque camp commence à structurer son contrôle par la force militaire et par les alliances locales. Face à eux, les catholiques rassemblent leurs forces sous l'autorité du duc de Guise, du connétable Anne de Montmorency qui s'est rallié à eux, hein, et du maréchal de Saint-André. Une espèce de triade, comme je dis, de coalition catholique. Donc les Huguenots, ils appelaient ça le triumvirat, les triumvirats, hein, voilà. Leur objectif est clair, écraser militairement l'insurrection afin d'éviter que la tolérance religieuse s'impose par les armes. La confrontation, comme j'ai dit, devient inévitable et se trouve un point culminant. La bataille de Dreux, qui fait date le 19 décembre 1562. Cet affrontement, l'un des plus meurtriers du siècle, pour la France, est une issue paradoxale. La victoire revient globalement aux catholiques, sur le champ militaire, hein, mais les deux camps perdent leur chef militaire. Anne de Montmorency est capturé par les protestants, tandis que Condé tombe aux mains des catholiques. Un prince du sang, les gars. Prince du sang, c'est le cousin du roi. Cette, euh, Cette double capture empêche tout triomphe décisif et met en évidence que la guerre ne peut se résoudre par une victoire écrasante d'un camp ou d'un autre. Le véritable tournant survient quelques semaines plus tard, lors du siège d'Orléans. En effet, en février 1563, alors que la ville fief des Huguenots est assiégée par les troupes catholiques, un événement dramatique bouleverse l'équipe des forces. Le duc François de Guise, donc hein, le duc de Guise, est mortellement blessé par un tir d'arquebuse. Pardon. L'auteur, Jean de Pontcroc de Méret, protestant fanatique, est rapidement capturé et exécuté dans d'atroces conditions. Mais son geste a des répercussions immenses. La disparition du duc de Guise prive donc le camp catholique de son chef le plus charismatique, le seul capable de rallier les foules et de maintenir la cohésion entre nobles et peuples. Elle affaiblit considérablement l'élan de la répression et rend plus urgent le recours à la négociation. Pour Catherine de Médicis, cet assassinat est à la fois une menace et une opportunité. Menace, car en fait, elle risque de radicaliser l'Église. Ils chercheront à se venger de leur chef et à imposer une ligne plus dure contre les protestants. Opportunité, car l'absence de François de Guise ouvre une brèche pour instaurer un compromis et rappeler l'autorité royale comme arbitre. C'est dans ce contexte que s'élabore l'édit d'Amboise en mars 1563, où, où un véritable traité de paix, un traité de paix de guerre de religion, il accorde aux Huguenots une liberté de culte limitée, principalement dans les faubourgs des villes et dans certaines seigneuries, tout en raffirmant la primauté du catholicisme. Bonsoir Hérode, hein. Bienvenue à toi. Ainsi, la première guerre de religion démontre l'impossibilité pour un camp d'anéantir totalement l'autre, la fragilité des équilibres militaires et le rôle central de Catherine de Médicis comme une espèce de régente médiatrice. La mort de Guise, loin d'apporter une paix définitive, inaugure au contraire une sorte de cycle de vengeance et de fracture où chaque cessez-le-feu ne fait que préparer la reprise de hostilités. Maintenant, je vais parler plus en détail de l'édit d'Amboise. D'accord. Donc, l'assassinat de Guise en février 1563 rend la poursuite de la guerre moins tenable pour le camp catholique. Catherine de Médicis, soucieuse de, soucieuse de restaurer l'autorité royale et de protéger ses fils, donc, saisit cette occasion pour imposer le compromis, comme j'ai dit, la paix d'Amboise. Donc, le contenu de l'édit, moi, je vais vous en donner un peu la, la substance. Voilà. Donc, ce qui est contenu dans l'édit d'Amboise. Le catholicisme est réaffirmé comme religion d'État. La monarchie reste garante de la primauté de l'Église romaine. Les Huguenots obtiennent toutefois une tolérance restreinte. Le culte réformé est autorisé dans les faubourgs d'une ville par bailliage ou sénéchaussée, sauf à Paris, symbole du catholicisme militant. Les nobles hauts justiciers peuvent organiser un culte protestant dans leur terre, mais seulement pour leurs sujets. Dans les villes, le culte protestant reste interdit à l'intérieur des murailles, sauf exception prévue. Les pasteurs protestants libérés de prison peuvent reprendre leur ministère dans leurs lieux assignés à la base. Les prisonniers de guerre, quelle que soit leur appartenance, sont libérés pour favoriser la réconciliation. Les objectifs politiques de Catherine de Médicis pour cet édit. Cet édit n'est pas pensé comme une reconnaissance de l'égalité entre les confessions, mais comme un outil pragmatique pour restaurer la paix civile. Catherine, en fait, elle cherche à ménager les deux camps, comme c'est ce qu'elle fait depuis le début. Donner des garanties aux Huguenots afin d'éviter une reprise immédiate de l'insurrection, rassurer les catholiques en limitant strictement la liberté de culte réformée, en réaffirmant la prééminence de l'Église romaine, forcément. C'est une politique de l'équilibre, destinée à gagner du temps et à préserver l'autorité royale
menacée par les ambitions des grands seigneurs, en particulier les Guises. Les réactions face à cet édit d'Amboise. Les catholiques radicaux considèrent l'édit comme une trahison, estimant qu'il consacre l'hérésie et ouvre la porte à un danger protestant. La maison de Guise, privée de son chef, mais soutenue par une large partie de la population parisienne et du clergé, nourrit un ressentiment durable envers la régente. Les protestants, de leur côté, jugent l'accord insuffisant. Bien évidemment, personne n'est content. Ils obtiennent une reconnaissance partielle, mais voient leurs droits strictement limités. Beaucoup continuent de se sentir persécutés et menacés. Ainsi, l'édit d'Amboise ne satisfait personne, mais il établit un statu quo fragile, mais un statu quo. Les limites et conséquences de cet édit. L'application de l'édit varie fortement selon les régions, en fonction des rapports de force locaux. Dans certaines provinces, il est ignoré ou bien alors même déformé. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose de. Enfin, voilà. Euh, voilà. La méfiance persiste. Les protestants redoutent les représailles, tandis que les catholiques craignent une progression de l'hérésie. Hein, voilà, donc le protestantisme. Catherine de Médicis espère stabiliser durablement le royaume, mais cette paix reste provisoire. La violence latente, entretenue par les ambitions nobiliaires et extrémistes religieux, conduit de manière inévitable à de nouvelles guerres. En définitive, l'édit d'Amboise illustre une espèce de stratégie pragmatique et modératrice de Catherine de Médicis, même, mais aussi son impuissance à imposer une paix solide dans un royaume fracturé. Il manque la fin, il marque la fin de la première guerre de religion, mais prépare déjà les conditions de la suivante, car il ne résout pas la question de fond, la coexistence religieuse au sein du royaume. Donc, on va passer de, on va parler un peu de la paix d'Amboise jusqu'au grand tour du royaume. Voilà, ça on parlera plus après. C'est quelque chose de très intéressant également. Donc, la paix d'Amboise conclut peu après l'assassinat du de Guise, mais officiellement, comme je l'ai dit, à la première guerre de religion. Elle est négociée sous l'influence de Catherine de Médicis et de ses modérés, notamment avec Anne de Montmorency, qui cherche à ménager les deux camps. Sa position reste toujours modérée. Le texte aborde la liberté du culte aux protestants, voilà, ça on l'a déjà dit, qui est uniquement pour la noblesse en termes sur ces terres et de certaines villes, excluant Paris et les grands centres catholiques. Cette solution pragmatique vise à éviter, comme je dis, un éclatement du royaume, mais son application reste difficile, tant les passions religieuses sont vives et extrémistes des deux bords qui restent extrêmement méfiants. Voilà. La paix ne constitue pas non plus une véritable solution de réconciliation, mais plutôt une suspension des hostilités, une sorte de trêve, tolérée par la nécessité. Elle consacre néanmoins un équilibre provisoire où les Huguenots, en fait, obtiennent une reconnaissance juridique partielle et où la monarchie tente de se poser en arbitre, comme je dis. Dans ce contexte incertain, Gaspard II de Coligny émerge alors comme un véritable stratège et chef politique des Huguenots. Ayant prouvé ses qualités militaires pendant la première guerre de religion, il entreprend une modernisation des armées protestantes. Discipline accrue, organisation centralisée, fidélité idéologique. Par ses actions, il transforme les troupes huguenotes, initialement perçues comme des bandes de révoltés, hein, voilà, en une force politique et militaire capable de peser dans les négociations. Il professionnalise l'armée, en fait, son armée. Son prestige dépasse celui du cadre protestant. Il devient une figure de poids sur l'échiquier politique français. À partir des années 1563 et 1564, Coligny cherche aussi à développer une stratégie de fidélisation auprès du roi Charles IX, encore jeune et influençable, par une attitude de loyalisme affichée. Il espère montrer que les Huguenots ne sont pas des rebelles, mais des sujets fidèles au trône. Cette démarche inquiète les Guises, bien évidemment, qui redoutent une marginalisation de leur influence. Ça, c'est normal. Face à ces tensions, Catherine de Médicis poursuit sa politique d'équilibre. Elle vend Coligny un contrepoids utile face à l'hégémonie des Guises, sans pour autant lui accorder une confiance totale. Son objectif principal reste de maintenir l'autorité royale et le statu quo de l'édit d'Amboise, au-dessus des factions religieuses et seigneuriales. Consciente que la paix d'Amboise repose sur un fil fragile, elle multiplie les gestes symboliques et politiques pour affirmer la centralité de la monarchie. L'initiative en fait la plus marquante de cette période est son grand tour du royaume, organisé entre 1564 et 1566. Catherine entraîne son fils Charles IX, encore adolescent, dans une vaste tournée à travers les provinces françaises. Ce voyage se poursuit à plusieurs objectifs. Il en a quatre objectifs. Affirmer l'unité du royaume. En se montrant dans toutes les régions, le roi incarne la continuité de l'État et la supériorité du pouvoir royal sur les divisions locales. Surveiller les foyers de dissension. La présence physique de la cour permet de contrôler les élites locales et de rappeler l'autorité de la couronne et de limiter les tensions
sécessionniste, pardonnez-moi. Imposer une image monarchique forte. Charles IX, jusque-là effacé, est présenté comme un souverain actif et visible, tandis que Catherine s'impose comme la régente garante de l'ordre, en fait. Voilà. Et encadrer, enfin, sur le dernier objectif, c'est d'encadrer l'application de la peine en boise. Le voyage sert à vérifier la mise en œuvre des clauses de l'édit et à réprimer des abus aussi bien du côté catholique que protestant. Si le grand tour n'est pas seulement un déplacement symbolique, mais un outil de politique de centralisation et un message clair. La monarchie ne se laisse pas enfermer dans les querelles confessionnelles, elle domine et elle arbitre. Voilà, c'est ça le plus intéressant. C'est ça le message du Tour de France des Catherine de Médicis. Voilà, maintenant je vais passer aux années 1570, hein, où, où Coligny, euh, où Coligny monte en puissance en fait. Voilà. Donc la fête Saint-Germain, qui est signée le 8 août 1570, consacre un triomphe provisoire aux Huguenots. Elle leur accorde amnistie, liberté de culte dans les lieux déterminés, voilà, et la garde de 4 places de sûreté stratégique. Au cœur de ce succès se trouve Coligny, Gaspard de Coligny, ami- amiral de France, chef politique du parti protestant, qui obtient son entrée au Conseil royal. Il est devenu un proche de Charles IX. D'ailleurs, il va même devenir une espèce de figure paternelle de Charles IX. Il incarne l'espoir d'une coexistence religieuse encadrée par la monarchie. Voilà. Après la paix de Saint-Germain, l'amiral de Coligny sort renforcé. Contrairement à d'autres chefs huguenots plus radicaux, il se positionne dans une ligne de modération et de fidélité à la couronne. C'est ça son objectif. Son objectif, en fait, il est de convaincre la monarchie que les protestants ne sont pas des rebelles, hein, comme j'ai dit, mais des sujets loyaux, soucieux de l'intérêt du royaume. Cette posture lui permet même de s'imposer comme un interlocuteur privilégié de Charles IX. Le jeune roi, encore marqué par l'emprise maternelle de Catherine de Médicis, hein, forcément, est désireux d'affirmer son autorité. Il voit en Coligny une figure à la fois militaire et politique capable de lui donner à son règne une dimension héroïque et européenne. Voilà. La proximité croissante entre les deux hommes inquiète Catherine elle-même, car elle craint de voir son influence sur le roi diminuer au profit d'un conseiller jugé trop engagé. Une espèce de continuo continu hein, avec Marie de Médicis et la Galigaï, mais de talent en plus, on va dire ça comme ça. Le projet d'intervention aux Pays-Bas. Coligny formule alors une stratégie audacieuse. Engager la France dans une guerre contre l'Espagne et Philippe II en soutenant les insurgés protestants des Pays-Bas espagnols. Cette idée repose sur plusieurs logiques, sur 3 logiques. Politique extérieure, affaiblir l'Espagne est toujours, euh, est toujours bon pour la France. C'est un principal rival de la France, comme on l'a dit, et redonner un moteur à la monarchie française en Europe. Redorer le blason voilà, de la monarchie religieuse. Soutenir un mouvement réformé international donnerait un signal fort en faveur de la tolérance en France. La République avant l'heure. Dynastique et symbolique, offrir à Charles IX une guerre de prestige qui lui permettra de sortir de l'ombre de François Ier et d'Henri II, son père et son grand-père. Des rois guerriers, quoi. Ce projet séduit le roi, flattant sa gloire et son ego, euh, mais il se heurte rapidement à des résistances puissantes. Les Guises, pour les Guises, la politique de Coligny constitue une menace claire et directe au royaume de France. Allié traditionnel de la monarchie espagnole et défenseur du catholicisme le plus intransigeant, il voit dans ce projet 3 choses. Une provocation diplomatique risquant d'entraîner la France dans une guerre coûteuse et périlleuse, une trahison confessionnelle, hein, évidemment, hein. La France, fine l'Église, va soutenir un parti huguenot. La couronne française va soutenir un parti huguenot, car elle reviendrait à prendre les armes contre une monarchie catholique au nom de la réforme, comme je l'ai dit. Un affaiblissement de leur propre rôle au sein du Conseil royal, puisque Coligny capterait l'oreille du roi et marginaliserait de facto la maison de Lorraine des Guises. L'hostilité des Guises se transforme en véritable campagne de dénigrement. Coligny est accusé d'entraîner le roi dans une aventure étrangère contraire à l'intérêt du royaume de France, ce qui n'est pas faux d'un point de vue catholique, et de mettre en péril l'équilibre religieux déjà si fragile. Voilà. Ce projet d'intervention aux Pays-Bas, au-delà de la question militaire, en fait, il cristallise les tensions internes. Il révèle l'ambition internationale du parti huguenot, la vulnérabilité, pardonnez-moi, du roi face aux influences contradictoires et à l'incompatibilité croissante entre la stratégie modérée de Coligny et la ligne dure des Guises. Catherine de Médicis, pragmatique et soucieuse d'éviter toute confrontation frontale avec les Espagnols, car elle les connaît un petit peu, perçoit aussi le danger. Elle cherche à neutraliser l'influence grandissante de Coligny, tout en poursuivant sa diplomatie matrimoniale, le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, la reine Margot, voilà, comme autre voie de réconciliation. On en reparlera de ça d'ailleurs. En somme, l'ascension de Coligny après 1570
place la monarchie au cœur d'un choix décisif. Suivre une orientation européenne audacieuse, mais risquée, quitte à se mettre à dos la papauté, ou maintenir l'équilibre précaire entre catholiques et protestants. Ce dilemme explique une grande partie de la radicalisation des tensions qui mèneront à l'assassinat contre Coligny, hein, euh, qui remontera à l'attentat, pardonnez-moi, contre Coligny le 22 août 1572, puis au massacre de la Saint-Barthélemy, dont on va parler à peu près tout à l'heure. D'accord. Donc, Catherine de Médicis a une idée. euh, Elle veut faire passer ses messages de diplomatie via les mariages. Voilà. Donc sa politique matrimoniale illustre sa capacité à utiliser les alliances familiales comme instrument politique intérieur et extérieur. En mariant Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, à Henri de Navarre, chef du parti protestant, elle cherchait à transformer un enjeu religieux conflictuel en un symbole d'unité dynastique et nationale. Le mariage célébré en août 1572 à Paris devait montrer que la monarchie des Valois pouvait jouer un rôle médiatrice entre les factions rivales et offrir un cadre légal et symbolique à la coexistence religieuse en réduisant les tensions après des années de guerre civile. Voilà. Petit point important, petit point Stéphane Bern. Voilà. Le mariage n'a pas été célébré dans l'église, mais sur le parvis, parce que les Huguenots ne voulaient pas rentrer dans l'église. Voilà. Donc, cependant, cette initiative, malgré son potentiel de pacification, sous-estimait la radicalité des milieux catholiques parisiens. L'afflux des Huguenots dans la capitale à l'occasion du mariage fut perçu par ces derniers comme une provocation directe, attisant les craintes de domination protestante en exacerbant les tensions existantes. La situation créa un climat de méfiance et de suspicion extrême que les ambitions des Guises, par exemple, et les rumeurs sur Coligny allaient rapidement transformer en catastrophe politique. Le mariage conçu comme un instrument de réconciliation devient de facto un catalyseur involontaire de la Saint-Barthélemy, démontrant ainsi les limites de la diplomatie matrimoniale face aux passions religieuses et à la pression des factions extrémistes. Voilà. La situation à Paris devient rapidement intenable, hein, révélant les fragilités de l'autorité royale face aux passions religieuses catholiques et huguenotes. Et aux ambitions personnelles également des belligérants, on va dire ça comme ça. La capitale profondément catholique se transforme en une véritable poudrière. Les confréries urbaines, les prédicateurs radicaux et la population populaire sont mobilisés par la propagande des Guises, toujours eux, hein, qui dénoncent la montée en puissance de l'amiral de Coligny et son rôle croissant auprès du jeune roi Charles IX. Chaque présence huguenote dans la ville est interprétée comme un acte de provocation. Le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, censé sceller la réconciliation nationale, devient au contraire un symbole d'intrusion protestante dans la capitale et dans les affaires de la couronne, suscitant peur d'une domination religieuse et politique du camp réformé. Voilà. Si on ajoute à ça, en plus, les propositions de l'amiral Coligny pour soutenir les Huguenots aux Pays-Bas, cette tension, alors, elle est amplifiée par des niveaux au sein de la cour. On n'a jamais vu ça, quoi. Charles IX manifeste un soutien marqué à Coligny, tandis que Catherine de Médicis, consciente des risques, tente de freiner son influence et les Guises multiplient les manœuvres pour protéger les intérêts catholiques, ce qui est normal. Le climat de méfiance, d'intrigue et de rivalité personnelle transforme Paris dans un espace où genre, une étincelle et tout le monde peut pousser sur la gueule, quoi. Posant les bases, en fait, d'un événement, hein, comme je l'ai dit, l'un des plus sanglants de l'histoire de France, le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais on va revenir sur l'attentat contre Coligny. Ce sera voilà, plus intéressant. Donc, le 22 août 1572, 2 jours après les noces de Marguerite et d'Henri, Coligny est victime d'un attentat à l'arquebuse alors qu'il regagne son hôtel particulier, rue de, B, rue de Béthisy. Blessé grièvement à la main et au bras, il échappe de peu à la mort. L'attentat est attribué à un homme de main lié aux Guises, probablement avec l'appui tacite de Philippe II d'Espagne. Hein, toujours l'Habsbourg derrière. Cet acte bouleverse la cour. Charles IX promet de châtier les coupables, renforçant sa proximité avec Coligny, tandis que les protestants indignés exigent réparation. Mais l'événement précipite une spirale fatale. Les Huguenots rassemblés à Paris pour le mariage princier se sentent alors menacés et s'arment. Les catholiques radicaux redoutent une révolte protestante. Catherine de Médicis, craignant qu'une guerre immédiate, craignant qu'une guerre civile immédiate, est convaincue que Coligny domine dangereusement son fils et bascule vers une logique de répression. Donc, l'attentat de Coligny agit comme un véritable catalyseur. Il révèle l'impossibilité de maintenir l'équilibre fragile construit depuis la paix de Saint-Germain en tentant d'éliminer le chef protestant le plus influent des Guises, le plus influent. Les Guises et leurs alliés provoquent l'effondrement du projet de réconciliation.
2 jours plus tard, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, Coligny est finalement assassiné dans sa chambre par des hommes déguisés. Son corps est jeté par la fenêtre et livré à la foule. Le meurtre, point de non-retour, déclenche le massacre de Saint-Barthélemy, où des milliers de Huguenots sont massacrés dans Paris et puis dans tout le royaume. On va parler de Saint-Barthélemy maintenant. Donc, on parle donc dans cette nuit du 23 au 24 août. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Paris devient une scène de théâtre. Les portes de la ville sont verrouillées pour empêcher toute fuite et les troupes des guildes, soutenues par les milices urbaines, se livrent à un véritable massacre systématique des protestants présents dans la capitale. Coligny étant assassiné et des centaines de ses co-religionnaires sont tués dans une violence la plus extrême. Rendez-vous compte, des bras, des jambes et des corps jonquent les rues de Paris. La Seine se transforme en bain de sang rouge. Ouais. Mm. Et rapidement, le massacre s'étend aux provinces et entraîne de centaines, voire des milliers de victimes supplémentaires en instaurant un climat de peur et de chaos dans tout le royaume. Sous la pression des événements et de sa mère Catherine de Médicis, Charles IX prononce alors la phrase devenue légendaire: tuez-les, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Cette déclaration souligne une dimension politique du massacre, mêlant crainte personnelle et volonté de neutraliser la menace huguenote. Catherine, bien qu'accusée par la postérité d'avoir donné l'ordre, reste sujet à débat pour les historiens. Était-ce était-ce un coup prémédité pour consolider le pouvoir catholique ou une réaction paniquée face à la peur d'un soulèvement protestant à Paris, hein? Le massacre de la Saint-Barthélemy illustre ainsi la fragilité du pouvoir royal et la difficulté de concilier autorité dynastique et coexistence religieuse dans un royaume profondément fracturé, pardonnez-moi. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, la France plonge dans un état de choc et de désorganisation politique. Le massacre affaiblit considérablement le parti protestant, bien entendu, mais il ne met pas fin aux tensions religieuses pour autant. Les Huguenots, traumatisés par l'ampleur de la violence à Paris et dans les provinces, se replient et organisent des rébellions localisées. Une sorte de guérilla, quoi. La confiance entre les factions est irrémédiablement brisée et la monarchie perd une partie de sa crédibilité comme arbitre impartial. Catherine de Médicis, consciente du désastre, tente de contenir la crise par des manœuvres diplomatiques et en essayant de renforcer l'autorité royale sur les provinces, mais le royaume reste divisé et instable, hein. Le règne de Charles IX, déjà marqué par sa manipulation de sa mère et par l'ombre des Guises, est désormais éclipsé par la peur et la méfiance. Sa santé fragile, physiquement et psychologiquement, est affectée par les événements tragiques qu'il a vécu et auquel il a contribué se détériore rapidement. Il meurt le 30 mai 1574 à l'âge de 23 ans, probablement déçu d'une maladie infectieuse. Certains historiens, hein, voilà, évoquent également le stress intense et l'alcoolisme comme facteurs aggravants. Voilà. Sa mort ouvre la voie à l'accession, hein, à son frère cadet, le troisième, Henri III, sur le trône de France. La fragilité du royaume et les rancunes religieuses accumulées et les ambitions des grandes familles continuent de peser lourdement sur le pouvoir royal, préparant ainsi le terrain pour de nouvelles guerres de religion et des intrigues dynastiques encore complexes. Voilà. Donc c'est Henri III qui monte sur le trône profondément fracturé par les guerres de religion. Un fait important, euh, il est héritier d'une France instable. Il se retrouve confronté à des tensions extrêmes entre catholiques radicaux, ligueurs et huguenots, ainsi que ainsi qu'à la montée en puissance des grands seigneurs qui ont progressivement acquis une autonomie militaire et politique significative. Catherine de Médicis, vieillissante, hein, mais encore politiquement influente, hein, conserve un rôle stratégique de conseillère et de médiatrice. Elle tente de maintenir l'équilibre entre les fractions rivales, comme d'habitude, hein, et essaie de préserver la monarchie face aux ambitions démesurées des Guises et à l'intransigeance des Huguenots. Sa capacité d'arbitrer les conflits, cependant, avec le temps, euh, s'affaiblit avec le temps et sa mort imminente laisse Henri III le plus isolé. La disparition du connétable de Montmorency en 1567 avait déjà affaibli les modérés, laissant un vide dans les forces capables de tempérer les excès des factions rivales, des deux factions. Henri III se retrouve donc sans alliés solides, capable de stabiliser la cour et de maintenir un pouvoir royal fort face aux extrémistes. Voilà. En, quin- En 1584, la mort de François d'Anjou, dernier, dernier frère cadet du roi et dernier prince catholique en ligne directe de succession, bouleverse l'ordre dynastique. Henri de Navarre, huguenot et chef du parti protestant, devient un héritier présomptif du trône de France. Cette perspective provoque une réaction immédiate et violente parmi les catholiques les plus radicaux.
Craignant la légitimité d'un roi protestant, Henri de Guise prend l'initiative de former la Ligue catholique. Comme je l'ai dit, c'est un réseau politique et militaire capable de mobiliser les milices urbaines et les populations locales pour défendre le catholicisme et s'opposer à tout compromis avec les Huguenots. Voilà, catholicisme ou la mort. La Ligue agit presque comme un véritable, comme un pouvoir parallèle en fait. Elle impose les exigences politiques, euh, dicte ses alliances, influence directement les décisions royales. Elle cristallise ainsi l'opposition catholique autour de, la, autour de la dynastie d'Église, mettant en tension l'autorité d'Henri III et fragilisant l'État royal. Le roi, bien que conscient de l'importance de maintenir la paix et la dynastie des Valois, se retrouve enfermé dans un dilemme. Concilier, les, la, concilier la succession d'Henri de Navarre avec la sécurité du royaume, tout en essayant de contenir l'influence croissante des extrêmes, donc les Guises et les Huguenots. Dans ce contexte, la France entre dans une nouvelle phase de radicalisation. Voilà. Le pouvoir royal est de plus en plus contesté. Et la stabilité politique repose désormais sur des alliances fragiles. Des manœuvres diplomatiques incessantes et des concessions limitées à chaque faction, les années 1574 et 1584, donc cette décennie, posent les bases d'une confrontation imminente entre la monarchie, la Ligue catholique et les Huguenots, annonçant les dernières guerres de religion qui mèneront à l'effondrement du pouvoir des Valois et à l'ascension d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc là, je vais parler de la guerre des Trois Henri et la fin des Valois. D'accord. donc entre, donc entre 1585 et 1589, la France connaît une escalade de violence et de fragmentation politique connue sous le nom de la guerre des Trois Henri, qui illustre à la fois l'agonie de la dynastie des Valois et la radicalisation des factions religieuses. Trois figures s'y affrontent, hein. Donc Henri III, hein, forcément, roi légitime, le roi légitime est tente de défendre l'autorité royale face aux pressions combinées des extrémistes, catholiques et protestants, isolé politiquement. Il doit naviguer entre nécessité de maintenir l'ordre et la pression constante de la Ligue catholique qui le dénigre comme faible et compromettant. Henri de Navarre, l'héritier huguenot, futur roi Henri IV, représente l'alternative dynastique protestante. Stratège, habile, il combine, il combine action militaire et action politique pour sécuriser sa succession tout en préservant son camp. Son rôle accentue le dilemme du roi. Concilier la paix avec les protestants ou céder face aux exigences du ligueur. Et enfin, Henri de Guise, chef de la Ligue catholique, incarne l'opposition radicale et au compromis. Sa puissance militaire, son influence sur les milices urbaines et sa capacité à mobiliser l'opinion publique font peser une menace directe sur la monarchie. La Ligue agit presque comme un État dans l'État, en fait, contestant même la légitimité royale et imposant ses volontés. Pendant cette période, Catherine de Médicis, malgré sa santé déclinante, multiplie les efforts diplomatiques. Elle organise des négociations entre factions, tente de tempérer la Ligue et de trouver un compromis avec Henri de Navarre. Ces missions, en fait, elles visent à éviter un effondrement total de l'autorité royale et à préserver l'unité du royaume. Cependant, les extrémistes dominent la scène. Voilà, dominent la scène. Henri de Guise et Henri de Navarre, voilà. La Ligue impose son agenda et les protestants restent sur la défensive, rendant toute conciliation impossible. Le 5 janvier 1589, Catherine meurt, laissant Henri III sans le soutien politique et la médiation de sa mère. Quelques mois plus tard, le 23 décembre 1589, Henri III est assassiné par Jacques Clément, un moine catholique et ligueur. Sa mort met fin à la dynastie des Valois et plonge le royaume dans une succession contestée. Henri de Navarre, désormais héritier légitime, doit composer avec un royaume profondément divisé. Pour affirmer sa légitimité et pacifier le pays, il abjure le protestantisme en 1593, marquant la fin, hein, voilà, de la guerre des Trois Henri et préparant le terrain à l'accession euh, sous le nom d'Henri IV, inaugurant ainsi la dynastie des Bourbons. Comme vous le savez, il a dit la fameuse phrase Paris vaut bien une messe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des phrases les plus connues de l'histoire de France. Et là, je vais passer à ma conclusion. Donc, les guerres de religion illustrent parfaitement la fragilité de l'État français face aux divisions religieuses et politiques. Dès la première confrontation à Voissy, jusqu'à l'avènement d'Henri IV, le royaume a été traversé par une succession de conflits violents, marqués par des attentats et des massacres et des luttes dynastiques, où s'affrontent catholiques radicaux et huguenots modérés. La montée des figures comme Coligny, Henri de Guise, Henri de Navarre, ainsi que le rôle central de Catherine de Médicis montre l'importance de la stratégie politique et de la diplomatie matrimoniale et de l'habilité militaire. Dans la survie des factions, et du trône, les événements tels que l'assassinat de Coligny ou le massacre de Saint-Barthélemy révèlent la radicalisation des extrêmes et la fragilité du pouvoir royal face aux pressions populaires et aristocratiques. La- L'accession d'Henri IV après l'abjuration du protestantisme symbolise la fin
d'une période de fracture religieuse ouverte et de conciliation et de la con- consolidation, pardonnez-moi, hein, décidément, sans ce vendredi soir, d'une monarchie plus stable, capable de réconcilier une partie des factions. Ces guerres ont durablement marqué la société française, imposant l'idée même que l'idée que la paix intérieure, pardonnez-moi, et l'autorité du roi nécessitent un compromis, pragmatisme et capacité à neutraliser les excès des extrémismes. En somme, cette période est un témoignage de la complexité, à mon avis, du pouvoir dans les royaumes divisés, où la politique, la religion et la dynastie se sont entrelacées pour façonner la France moderne. Voilà. Je vais vous donner encore une bibliographie, et puis voilà. Si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez regarder le film La Reine Margot avec Adjani, qui retrace le mariage d'Henri de Navarre jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy. Vous pouvez lire également Catherine de Médicis, écrit par Jean-François Solnon. Et pour aller un peu plus loin sur la nuit de la Saint-Barthélemy, il y a un bouquin qui s'intitule La nuit de la Saint-Barthélemy, écrit par Denis Crouzet. Je vous mettrai ça, bien évidemment, tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini. Bah, merci Prolo pour la conférence. Bah, merci à toi d'avoir écouté. Merci à vous d'avoir écouté. J'ai vu qu'Hérode était là, mais En qu'il est fait, reparti. comment? Il avait pas le son. Ah, Il avait un bug. d'accord. D'accord, bah écoute, il Il aurait écoutera en fallu dire replay. la conférence est finie. Ouais, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah Voilà. s'il a pas le son, il va pas l'avoir là. Non, non, il va pas l'avoir là, je pense pas, Ouais. et j'espère que ça ira plus. J'espère que, écoutez, il y aura toujours le replay, c'est pas un problème. Vous avez Ouais. des questions, enfin, et aussi, il y a le Figaro Histoire, guerre de religion qui m'a beaucoup aidé aussi, OK. pour faire cette conférence, voilà. Voilà. Mais c'est un vieux, un Non, mais vieux c'était enfin, intéressant en vrai, tu as fait, ouais, ouais, un bon, bah, j'ai retracé 30 ans, ouais, 30 ans de conflit. ouais de Mmh. ouais, un grand portrait, global sur, Mmh. ouais, les guerres de religion, tout ça, quoi. Puis, Catherine de Médicis qui est entre 2 quoi, en Ouais. fait, En fait, je voulais me et servir. En fait, mon objectif était très simple. Je voulais me servir de la biographie de Catherine de Médicis pour en fait illustrer les guerres de religion. Mon but étant, c'était de vous présenter tous les protagonistes de cette guerre de religion, en passant par les Coligny, par les Guise, ouais. par Anne de Montmorency. Voilà, ça, ce sont des personnages Non, centraux de ouais. l'histoire de France. Des personnages certes secondaires, mais qui d'une certaine manière, ont fait la France. Voilà. Alors c'est la question que j'ai posée dans le chat, c'est, Ah, tu peux la reposer du parce que j'ai pas coup, lu le chat. Ouais, bah, Coligny, il se fait assassiner, tu dis? ouais, ouais. Et c'est ça mais lui, c'est un protestant, c'est ça? C'est un protestant, ouais. C'est un Ouais. protestant. C'est un Et protestant. pourquoi ça déclenche, tout le truc, de Saint-Barthélemy, tout ça? Bah parce que c'est le chef des protestants. C'est le chef des protestants, en fait. Genre, d'un Lui coup, les et catholiques, du coup, enfin, toute la maison de Guise et tout ça, ils se disent, «Allez, go, on bah, il y faut va, l'éliminer. on va Ouais, il tous faut les fumer, quoi». l'éliminer. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. En gros, c'est ça. OK. Ils voulaient tous les fumer. Ils voulaient tous, Ouais. parce qu'en fait, Ouais, il c'est un faut petit peu comprendre quelque été, chose, c'est que l'étincelle, quoi, de la l'étincelle. poudrière, comme tu disais, Tout ouais. à fait. Tout à fait. C'est Ouais. l'étincelle qui fait que ça devient intenable, quoi. Ouais. OK, ouais. Ouais, c'est Pour pas comprendre mal, un hein. peu plus, ouais. Bah, les guerres de religion, elles sont, alors, en France, l'éducation nationale, c'est pas très, enfin, je trouve que c'est un peu trop survolé, moi, à mon avis. Je dis pas Oui, qu'ils complètement. ils le font Moi, pas, je mais tu moi, t'en je souviens, t'avoue toi? que je sais rien de tout ça, hein. Tu sais que moi, c'est Ah bon? j'apprends tout ça, l'histoire de France, tout ça, je ne connais rien, mec, hein. On Non. connaît pas ça, on n'a jamais appris, hein. Tu l'as jamais appris ça? Sérieux? Tu l'as jamais appris? Mais je t'assure que moi, et toute l'histoire de France, globalement, je connais rien. Non, mais on connaît plein de choses, mais on survole en fait. T'imagines, t'apprends ça jusqu'à quoi? Jusqu'à la terminale. Ouais. Quoique Ouais. la dernière année en terminale, c'est surtout, je crois, les guerres mondiales, hein. Mais moi, Donc en j'ai même fait, pas fait t'apprends la ça au terminale, collège. honnêtement, Tu fais collège et peut-être encore jusqu'en seconde, mais pas plus, hein. Et puis tu vois ça peut-être 5 minutes si tu le vois, mais pour moi, j'ai aucun ouais. souvenir. Pourtant, c'est passionnant, hein. Ouais. Mais tout On a est un écho passionnant, chez de toute toi un façon, il n'y a peu, pas que. Mm. Ouais. On a d'autres questions ou pas du tout? heu Comme ça, on peut couper le robot, enfin, je sais pas.
Bah, moi, je vais déraper un peu, mais comment dire, Vas-y, est-ce que, dérape. enfin, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais Bien c'est sûr. quoi, comment dire, Catherine, elle est, comment dire, allons dans le vif Dis-moi. du sujet. Dis-moi. Enfin, est-ce que ça illustre pas un petit peu le fait que, bah voilà, quoi, les gonzesses, quand elles gouvernent, ça fait de la merde, quoi. Enfin, Bah, je suis pas forcément d'accord avec toi, pour le coup. Parce qu'en fait, elle est très intelligente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle et Henri II se sont mariés, c'est un mariage d'amour. C'est pas un mariage, ouais, c'est un mariage arrangé, mais c'est un mariage d'amour. Il faut savoir qu'elle a 10 ans de plus que Henri II, à la base. Vous voyez? ouais, Et en fait, elle a eu 10 enfants. Enfin, voilà. Moi, ouais, je j'ai vu ça, ouais. pense qu'elle a voulu, elle n'a pas voulu tuer enfin, pas tuer, mais régler le problème protestant avec violence. Elle a voulu concilier la chèvre et le chou, tu vois. Et, Oui, voilà, mais son et côté, elle a je essayé. sais pas trop, voilà, Non, je sais pas me je sais pas positionner. trop. C'est pas vraiment, je sais pas trop. C'est en fait, elle s'est dit, je vais pas prendre parti. Je vais pas prendre parti entre huguenots et catholiques. Je vais essayer d'être l'arbitre. Comme je l'ai dit, elle veut être l'arbitre. Elle veut être l'arbitre. Mais le problème, c'est que quand t'es la France et la fille de l'église, tu peux pas être l'arbitre. Bah Tu ouais, vois? C'est ça le problème. C'est ça. Donc, pour ouais, moi, c'est. il y avait trop de Mais passion, ouais. voilà, c'est ça. Il y a eu trop de passion. Elle a été trop pragmatique, en fait. Elle a fait preuve de. Bah, c'est le Médicis, hein, la meuf, hein. Donc, elle a été éduquée à tout ça. Tu vois, elle a la culture, elle a tout. Je pense qu'elle a trop réfléchi en Médicis, c'est pas ça en Reine de France, à mon sens. Mais après, ça reste mon avis, hein. Ça reste que mon avis, hein. Ouais. Néanmoins, ces conciliations et ces tentatives de paix ont sauvé des vies. Donc, pour ça, Oui, ouais, ouais, chapeau la ouais, c'est régente. sûr, ouais, ouais. Après, je comprends ton point de vue en disant qu'elle a pas touché dans le vif. C'est ça que tu veux dire. Tu veux dire son immobilisme, en fait, lui Oui, a voilà, coûté. c'est ça. C'est son C'est, immobilisme. ça fait très féminin, quoi, ce côté un peu immobiliste, tu vois? Ouais. Ouais, mais tu peux reprendre le problème à l'envers et toi, enfin, je veux dire, tu peux te mettre à sa place et se dire, moi, c'est quoi, moi? Est-ce que tu aurais eu sur la conscience d'avoir fait exécuter, je sais pas moi, des centaines de milliers de Huguenots? Enfin, pas des centaines, mais peut-être des dizaines de milliers Non, mais d'Huguenots? évidemment, c'est un poids lourd, hein, Et c'est un mais poids lourd à emporter, enfin, faut l'assumer. ouais, Et en fait, elle a tenté des conciliations. Le ouais, ça problème, fait c'est pas que ce soit la Ligue, que ce soit les catholiques ou les protestants ou les Huguenots, ils n'ont pas voulu écouter ces propositions. En tout cas, ils l'ont écouté à demi-mot, si j'ose dire. Tu OK, vois? ouais. Et c'est ça Ouais, c'est peut-être pas ça si qui est simple que ça, dommage. ouais. C'est peut-être pas si simple que ça, tu vois? Ouais. Et c'est passé ce qui s'est passé là. Et pour la Mais n'empêche, dans Saint-Barthélemy, tous les cas, ça a eu lieu, quoi. Il y a eu la Saint-Barthélemy et voilà. ouais. C'est le point le plus culminant. Elle a même tenté Ça a elle pas a blessé empêché, un quoi. protestant. Je sais pas, tu vois, tu sais, c'est une catholique. T'imagines? Ouais. Regardez d'ailleurs le film La Reine Margot avec Adjani. Regardez-le. Si vous l'avez pas déjà vu, je pense que Spock a dû le voir puisque il est un peu plus, ça lui parle plus, j'imagine en tout cas. Moi, je l'ai vu à l'époque, quand j'étais petit, mais je comprenais pas tout. Je l'ai revu à l'occasion de la conférence d'ailleurs. Ouais. Et c'est plutôt fidèle. Non, c'est vrai, c'est plutôt fidèle. Catherine de OK. Médicis y est jouée de manière brillante. Enfin, regardez-le juste pour l'aspect historique et la reconstitution. Voilà. Ouais. C'est un film qui a 30 ans, je crois. Ouais, qui a 30 ans. Il doit avoir quoi, 94, 93, quelque chose comme ça. Bref, il y a plus de 30 ans. Bon, Adjani est magnifique dans le film, hein, vous allez voir. Enfin, voilà quoi. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude. Il y a Daniel Auteuil. Daniel Auteuil joue Henri IV. Bon, Ah. D'accord, OK. il le fait bien. Il le fait bien. Mais bon, peu importe, ça, c'est juste des connotations cinématographiques, on s'en fout un peu. Et Ce que je veux dire, c'est que. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. On va revenir à l'histoire. du coup, après, c'est Henri IV, c'est ça? Après, c'est Henri IV qui se convertit, qui abjure le protestantisme et qui se marie, Et il se qui était convertit au marié avec la reine protestantisme? Margot. Non, 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 il était protestant de base. Ah Et oui. après, il est parti, enfin, il était catholique, sa famille était catholique, les Bourbons. Puis après, ils sont devenus catholiques. C'est le grand-père de Louis XIV, hein, mec, Henri IV, hein. C'est le père de Louis XIII, hein, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah, c'est Et pas sa, ouais, et sa deuxième épouse, quand la reine Margot meurt, il prend Marie de Médicis. mais tu vois, Henri IV, je crois, c'est un des seuls trucs que je me souviens et encore, j'ai des vagues souvenirs Ouais. de CE2 C'est où on l'édit nous de parlait Nantes. C'est d'Henri l'édit IV de d'Henri Nantes. IV. Ouais.
l'édit de Et Nantes, ce genre de choses. Et en fait, lui, il consolide la paix entre huguenots et protestants. Il fait le statu quo, lui. Il fait ce que ouais. Catherine de Médicis n'a pas réussi à faire, Henri IV. D'accord, ouais. Lui, C'est-à-dire il a qu'il vraiment vient des réussi à huguenots, faire. il se convertit au catholicisme, il devient roi de France, donc il est catholique. Quand il dit Paris vaut bien une messe, je ne sais pas s'il abjure vraiment, on ne sait pas. On ne sonde pas les cœurs et moi je m'en fous. Mais ce qui est intéressant dans la posture d'Henri IV, c'est qu'il fait l'édit de Nantes, il, il comprend le peuple huguenot, et les catholiques, ils se sentent un peu. Ils disent au moins la monarchie est sauvée, parce qu'il y a Henri IV, il est catholique, et, mais ils se sentent un peu lésés. Voilà, ils se sentent un peu lésés. Il y a l'édit de Nantes, et il y a un statu quo qui permet de limiter en fait les guerres de religion. Voilà. Moi, je le vois comme ça. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, OK, je suis en train de voir la page, truc Dans là, Wikipédia, ouais, il me de Henri dit, IV. édit de tolérance, OK, ouais, donc Oui, c'est l'édit de tolérance, l'édit de Nantes. ouais. Que Louis XIV va révoquer, hein. Oui, tout de suite. Louis XIV, il a dit les Huguenots, c'est dehors. Ah ouais? Ouais, il l'a révoqué, ouais. D'accord. Il l'a révoqué, je sais plus en quelle année, ça, je pourrais pas te le dire de Ouais, je tête. sais que Louis XIV après ça repart en couille après, ouais, Ah, après, il y ça a Louis XIII, mais il y a Louis XIII entre les deux, mais voilà. Mais Louis XIV dira, ouais, en fait, ouais, les Huguenots, tirez-vous. En fait, je vais vous rendre des conditions d'accès à votre religion très, très compliquées, aux protestants, au tout protestantisme, et c'est pour ça que tu as beaucoup d'Huguenots qui sont partis, je sais pas moi, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, tu vois, enfin au Nouveau Monde. À l'époque, ça s'appelait Nouveau Monde. Donc, c'est pour ça que oui, les oui, bah oui, Cajuns, j'avoue, ouais, ouais, bah ouais, parce que là, en fait, Louis on est XIV. en ouais, c'est ça, en fait, on est en mid, Et oui, ouais, ça y est, et après ouais, c'est les États-Unis, ouais, ouais. ouais, Ah ouais, c'était intéressant, ouais. exactement. Ben ouais. Donc, Ouais, donc en 1600, enfin 1600, 1700, enfin voilà quoi. Mais, mais effectivement, voilà. Les guerres de religion, OK, ouais. pour moi, Ouais, bah, c'est c'est super là où la intéressant, monarchie a failli franchement, ouais, sombrer, hein. c'est Bah, les Valois ont été liquédiés, hein. Il n'y a plus de Valois à partir d'Henri III. Après, dès qu'il n'y a plus de Valois, en fait. C'est pour ça qu'ils vont chercher leur cousin Bourbon, Henri IV, ouais, Henri de Lorraine. OK, ouais. Parce que l'autre, il n'a pas d'enfant, il est trop jeune. Henri III, il est trop jeune. Tu vois? Il peut pas gouverner. Il n'a pas d'enfant, il ne pensait pas à se marier, enfin, je sais pas. Ils sont bizarres, les trois enfants de Charles, de Catherine de Médicis et d'Henri II. Et en fait, OK. Parce qu'en fait, du coup, les Valois, ils sont, protestants, c'est ça? Ils sont catholiques, les Valois. Enfin, Henri de Ah! Valois, c'est les rois. Bah, j'ai rien suivi là-dessus. Ah non, les Valois, c'est la dynastie qui règne sur la France. Les Valois, Ouais, c'est ouais, François. C'est François Ier. OK. Mais alors pourquoi il y a plus de Valois? Mais parce qu'ils n'ont pas fait de gosse. C'est pour ça que la couronne, c'est pour ça que la couronne de France va aux cousins des Valois qui sont les Bourbons. Et OK, les ouais. Bourbons, c'est Henri IV, c'est Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Après, t'en as Ça, d'autres. c'est un problème en histoire, j'ai vraiment du mal avec les noms, les trucs, Ah, il faut noter, 14, faut 15, ouais, noter, c'est mon ami. ouais, Faut noter, ouais. mon ami. Il faut être Mais fan de ça, généalogie, mon ami, ouais. et oui. Ou sinon, il doit y avoir des vidéos qui expliquent ça, qui expliquent ça sur YouTube. Oui, mais bon, tu regardes la vidéo, après tu as oublié, tu vois, 5 minutes après, Bah, prends des c'est notes. terminé, quoi. Eh, prends des notes. Ouais. Prends des notes. Oui. Ouais. Et tu révises tous les soirs tes notes, voilà. Non, mais si tu notes, tu vas moins l'oublier. Et Tu vois? pourtant niveau mémoire, tu vois, ça va, je veux dire, On c'est bien, digresse hein. là. Ouais, Ouais, ça. On Non, digresse. bien sûr. on digresse un peu, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Bah, de toute façon, à moins que Spock t'ait des questions, Non, non, je pose une question qui vont me dire Après, que je suis une bille. Non, j'en ai pas. Non, merci beaucoup, Colo, surtout. Mais je t'en j'ai trop prie. de questions, mais qui sont plutôt des choses à côté, tu vois, du sujet. Donc, bon, il y a pas de mauvaises questions, hein, tu peux y aller, hein. Bah ouais, non, mais c'est ce que c'est j'allais de dire. les poser en off, comme on dit. Ah ouais? Ok. Bon bah, OK, Ok. ouais, bah, je coupe le bot alors dans ce cas-là. Ouais, ouais. Bon bah, au revoir les golems de YouTube et voilà. Ouais. Et si vous voulez Bonsoir à tous les travailleurs et bonjour à tous les et c'est chômeurs. ça. Voilà, Si vous voulez la exactement. partie, si vous voulez, non, on va passer sur la version payante. Je vous invite à nous. Ouais, les gratuits. Eh, salut les Allez, gratuits. on Hein, salut s'abonne les au patrons. Patreon, voilà. On se revoit au Patreon. Voilà.